Alors, je pense qu'on peut à présent commencer. Bienvenue à tous. Ravi de vous trouver aujourd'hui à la fin de ces 2 jours du salon CIPCA dédié à l'immobilier bas carbone et à la ville bas carbone. Après ces 2 jours où on a pu voir les nombreux projets ou les expériences dédiées à ce sujet de l'innovation dans le bas carbone, qu'en est-il de la recherche? Alors je me présente, je m'appelle Ingrid Napi, comme vous le voyez, je suis professeure à l'école des Ponts Paris Tech et j'ai à mes côtés 3 messieurs. Donc, à ma gauche, Zuber Lafage, donc professeur des universités à l'École centrale de Lille, président de l'Institut français de la construction LIN et titulaire de la chaire de recherche industrielle européenne Construction 4.0. À ses côtés, Philippe Risotti, architecte, professeur enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Il manque le L. Et puis Dominique Naert, directeur du master spécialisé, un master exécutif spécialisé immobilier et bâtiments durables à l'École des Ponts, Paris Tech, transition carbone et numérique. Donc le sujet est dit, construire décarboné, état de la recherche. Je vais commencer à entrer directement dans le sujet, peut-être avec Zuber. Zuber, donc on se connaît, tu as une chaire 4.0. Qu'est-ce que ça veut dire une chaire 4.0, construction 4.0? Déjà, commençons par une définition. Je vous rassure, on va respecter le timing et on finira à l'heure. 4.0, qu'est-ce que ça veut dire? Et notamment peut-être aussi définir ceci qu'une construction lean. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous. C'est-à-dire quoi, chaire de construction 4.0? Le terme construction 4.0 nous vient de l'industrie 4.0. 4.0 dans l'industrie 4.0, ça veut dire quoi? C'est-à-dire on est dans la 4e révolution industrielle. La première, celle que vous connaissez avec l'industrialisation avec le charbon. La seconde, c'est avec l'électricité. La troisième, avec la partie, tout ce qui est énergie renouvelable. Et on est dans la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire celle qu'on est en train de vivre, l'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud, la cybersécurité, l'Internet of Things. C'est ça, la construction 4.0 s'inspire de l'industrie 4.0. Est-ce qu'il y a l'industrie 5.0? Ça n'existe pas, la notion de l'industrie 5.0. Ça, c'est vraiment un élément important que je voudrais insister au niveau académique. En France, l'industrie 4.0, c'est une stratégie allemande, le terme qui est connu. La stratégie française, elle s'appelle Industrie du futur, qui intègre la partie technologique à laquelle je viens de mentionner, mais elle intègre aussi 2 choses importantes. La partie humaine, c'est-à-dire l'humain, il est assez important. Et la deuxième chose qui est importante également en France, en termes de stratégie, c'est le développement durable. C'est cette notion de durabilité qui est vraiment intégrée en fait, dans la structure. Donc, par rapport à l'industrie 4.0 allemande, on a également l'industrie du futur française qui sont 2 objectifs différents. Les Chinois, ils ont une autre stratégie qui s'appelle le Silk Road, la route de la soie. C'est également une autre stratégie. Les Japonais, ils ont un autre nom de cette stratégie, ça s'appelle la société 5.0. Ce n'est pas l'industrie, c'est la société 5.0. Donc vous voyez, c'est une vision assez importante. Nous, ce qu'on fait dans la construction 4.0, on a utilisé ce terme-là, mais on est dans une vision française qui intègre à la fois l'homme, mais également la partie développement durable. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur ce qui va se passer dans les prochaines années pour la construction en intégrant l'humain. L'humain en tant que client, l'humain en tant que citoyen, l'humain également en tant qu'ouvrier, l'humain en tant qu'ingénieur, l'humain également en tant que décideur. On intègre également la partie développement durable, la partie décarbonation entre autres, mais la partie aussi énergie, mais aussi la partie interaction avec l'homme en développant en fait la partie technologique. Le développement technologique dans la construction 4.0, c'est un élément important, mais le vrai investissement qu'on est en train de faire, c'est vraiment la partie humaine. Et on essaye de travailler sur le changement culturel, de l'industrie de la construction en France et partout dans le monde. On voit que cette industrie-là, elle est décloisonnée. On a l'architecte, on a le constructeur, on a le client qui n'existe pas. On a aussi les parties prenantes, plusieurs parties prenantes, on a les promoteurs immobiliers. On pense qu'il va y avoir une révolution assez importante pour que ce secteur-là aille plus loin dans les prochaines années, en intégrant à la fois le développement humain,
mais également en intégrant les clients dès le départ et les outils technologiques sur lesquels on va travailler, soit un matériau, soit autre chose. En quoi ça concourt à la décarbonation? En quoi ça concourt à la construction décarbonée, tout ça? Si on a une vision comme ça, on peut après vraiment, on va aller vraiment dans le détail après d'une manière. Il faut avoir d'abord la vision, on ne fait pas uniquement la partie technique. Dans la partie technique, on fait la partie matériaux, on travaille sur les matériaux bas carbone. Depuis des années, on travaille sur le matériau bas carbone. Entre autres, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. On travaille sur la partie géopolymère. C'est vraiment des matériaux assez importants sur lesquels nous développons. Ce sont des matériaux qui ont été utilisés il y a plusieurs siècles, en fait, quelque part. Donc, on travaille sur ce type de matériaux. On travaille sur de nouveaux process. Ça veut dire comment construire autrement. Ça, c'est vraiment un élément important. C'est-à-dire la partie logistique dans les chantiers nous permet, si nous travaillons d'une manière intelligente sur la partie logistique, on travaille également sur le process global, sur la décarbonation. L'organisation également, elle est importante. Donc, matériaux, process, construire autrement, mais également intégrer en fait les clients. Cette notion des clients qui est importante. Le citoyen, vous prenez un jeune, si vous construisez pour un jeune, si vous construisez pour quelqu'un qui a 50 ans, si vous construisez pour quelqu'un qui est une personne âgée, la relation avec la lumière n'est pas la même. La relation avec le bruit, elle n'est pas la même. Et ça, c'est un élément important d'intégrer dans la construction tous ces éléments assez importants. Dans les équipes sur lesquelles nous travaillons en construction 4.0 et dans mon équipe, nous intégrons bien sûr des ingénieurs, mais également des architectes, mais également des sociologues, mais également on intègre de plus en plus des anthropologues de la construction qui nous permettent de savoir en fait les besoins fondamentaux c'est quoi, et ces besoins fondamentaux on va les décliner après nous au niveau ingénieur, au niveau technicien, au niveau informatique, au niveau de l'IoT, au niveau de l'impression 3D et ainsi de suite, des choses comme ça. On reviendra peut-être sur le sujet. On n'a toujours pas défini ce que c'était que la construction Lean, mais très rapidement Zuber parce qu'on avance la dans construction Lean, vous voyez le Lean qui est très connu, le Lean Management qui est connu, qui est spécialement en fait pour les industriels. L'image est très simple. Vous voyez des voitures et vous avez les ouvriers et les voitures qui passent et on va vraiment intégrer cette notion de Lean Management qui nous vient du Japon, qui nous vient de Toyota principalement, qui est vraiment maintenant généralisée partout dans toutes les industries. La construction Lean, c'est l'inverse, c'est pas le Lean Management. Ça veut dire on fait la construction spécialement pour la construction. Vous voyez une structure et là c'est l'inverse. La structure ne bouge pas, ce sont les ouvriers qui bougent. Donc on a toutes les théories en fait de cette construction Lean. En définition, le construction Lean, c'est l'esprit Lean, deux choses importantes. Premièrement, la partie collaborative, et quand je dis collaboratif, ce n'est pas on décide de travailler ensemble, on boit un verre. Il y a des méthodes scientifiques qui nous permettent de faire du collaboratif, des méthodes scientifiques. Ce sont des choses importantes. Et la deuxième chose qui est importante, c'est vraiment la chasse au gaspillage. La chasse au gaspillage d'une manière assez importante. La notion de valeur, j'ai fait une opération, cette chose-là, elle a une valeur, cette chose n'a pas de valeur. Cette notion de valeur, elle est également étudiée. On réfléchit avant. C'est quelque chose de très important qui est intégré. Nous travaillons par exemple sur c'est quoi la valeur, comment mesurer la valeur, comment améliorer la valeur. Quand quelqu'un il parle et dit oui j'ai un projet qui a une valeur ajoutée, on le stoppe. C'est quoi valeur ajoutée? Vous la mesurez comment? Alors on va revenir quand même sur le décarboné quand même, au départ. Hein. Vous m'avez demandé c'est quoi la construction Lean. Oui, tout à fait, mais très brièvement. C'est lié aussi à la décarbonation. J'ai bien expliqué, j'espère. Parfait, Zuber. Alors, on va continuer sur justement l'intervention de Philippe. Donc, Philippe, toi, tu es architecte. Tu as écrit récemment un ouvrage édité par le Pavillon de l'Arsenal sur l'empreinte d'un habitat, construire léger et décarboné. Ça veut dire quoi, construire décarboné? Et où en est-on de la recherche, notamment au niveau des architectes, non plus des ingénieurs, mais des architectes? En tant qu'architecte... Peut-être on l'entend pas. On l'entend? Oui. Ouais, en tant qu'architecte, moi je voulais d'abord justement comprendre ce que me racontait l'ingénieur avec qui je travaillais. Et en fait, dans les différentes rencontres que j'ai eu la chance de faire, j'ai rencontré Guillaume Habert, qui est un Français qui dirige aujourd'hui la chaire construction durable de l'ETH à Zurich, et qui développait un petit outil pour justement pouvoir appréhender, en termes d'estimation, pas de précision, hein, c'est important, un projet dès la conception. Et en fait, il s'avérait que depuis un certain nombre d'années, je faisais un petit exercice qui s'appelait micro-architecture préfabrication, où je m'intéressais en particulier à l'œuvre de Prouvé, Perriand et d'autres architectes inventeurs. Et du coup, on a eu l'idée d'essayer de faire des estimations carbone contemporaines de ces projets, on va dire, ambitieux des années 50. Et en fait, les résultats ont été assez incroyables. Et on a du coup proposé le projet au Pavillon de l'Arsenal, qui a accepté de nous accompagner pour faire cette recherche. On a donc analysé 33 projets
Pourquoi on a choisi ces projets? Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils nous plaisaient esthétiquement, donc on s'est intéressé à eux avec l'équipe du pavillon, en particulier Alexandre Labasse, que je profite pour remercier encore ici au passage. Et puis ensuite parce qu'on avait suffisamment de documentation pour pouvoir faire ces estimations. Comment est-ce qu'on a fait les estimations? En fait, pour estimer l'empreinte carbone d'une construction, en tout cas pour donner un chiffre a priori, le principe est assez simple, c'est qu'il faut connaître la masse de l'ensemble de chacun des matériaux qui sont mis en œuvre et ensuite avoir l'indicateur carbone de ces différents matériaux. Et du coup, on a mené cette étude avec mon équipe, avec un certain nombre d'architectes aussi collaborateurs, en particulier de l'EPFL. Certains des bâtiments ont été remodélisés, on a fait des maquettes digitales pour pouvoir faire ces estimations jusqu'à 5 fois pour avoir le niveau de précision, et on s'est basé aussi sur des données vraiment tangibles, notamment la collection de la galerie Patrick Seguin qui était un autre partenaire de cette recherche, puisque comme certaines des maisons de Prouvé sont aujourd'hui considérées comme des œuvres d'art, elles se promènent en caisse et donc on connaît le poids de chacun de ces composants. Et c'est comme ça qu'on a réussi à affûter nos outils, si je pourrais dire, et du coup on a fait cet exercice sur ces 33 projets et les résultats étaient assez quand même incroyable. En quel sens? Dans le sens où la légèreté est une des conditions potentielles, en tout cas, de finalement l'allègement de l'empreinte carbone. Puisque, pour donner un ordre de comparaison, on a utilisé cet outil pour estimer ce qu'on appelle un pavillon de construction traditionnelle maçonnée en France, hein, c'est-à-dire une maison de 120 mètres carrés faite avec un petit radier qui vient supporter des murs en parpaing chaîné, et puis ensuite une ossature néanmoins mixte avec une charpente bois, des tuiles en terre cuit. Et ça, c'est un bâtiment qui pèse environ 1,2 tonne du mètre carré. Donc c'est finalement assez lourd, ça veut dire que ça fait 150 tonnes pour une maison classique. Et on en construit quand même quasiment 100 000 chaque année dans notre pays. Donc c'est assez intéressant de voir la masse de matériaux consommés. Et juste pour donner deux chiffres aussi, hein, d'après la chaire de construction durable, c'est environ 50% des ressources naturelles qui sont en Europe consommées pour construire le monde dans lequel nous vivons. Alors j'entends pas que vos maisons, hein, ça comprend les infrastructures, les rues, les aéroports, et ainsi de suite. Werner Zobeck adore les chiffres et avec qui j'ai eu la chance de collaborer à plusieurs reprises, faire un calcul assez simple, c'est qu'un Allemand moyen, c'est environ 240 tonnes de biens propres, 250 tonnes de biens communs, donc ça fait à peu près 500 tonnes par personne. Bon, on est à peu près limité en termes d'extraction à 100 tonnes, c'est-à-dire que si on voulait tous être des Allemands, il faudrait 5 planètes. Donc en fait, on est quand même, nous, dans nos sociétés, ultra consommatrices de ressources. On le sait, mais c'est intéressant d'avoir des chiffres tangibles. Après, il faut aussi relativiser, hein, parce que j'ai lu dans Le Monde l'autre jour que pour construire une maison, il fallait 200 tonnes de granulats. Ça, c'est des conneries. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on commence à s'intéresser aux chiffres, on commence à les comprendre. Et donc, un autre des objectifs, c'était moi-même comprendre et ensuite pouvoir partager ça avec mes étudiants pour montrer que finalement, ces choses qui paraissent très compliquées, en fait, ne sont que complexes et elles sont une addition de choses simples qu'en commençant à évaluer, on arrive à appréhender de mieux en mieux et du coup à maîtriser, et ça nous permet d'avoir aussi notre part de responsabilité dans cet acte de construire. Alors j'ajouterais également que dans le décarboné aujourd'hui, on pense justement zéro artificialisation des sols net. Et donc de reconstruire la ville sur la ville. Donc je suppose que si on veut reconstruire la ville sur la ville, c'est non seulement la rénover, mais également peut-être la rehausser. Donc peut-être que ces matériaux légers... Ah ben ça part presque de mes intuitions d'étudiant, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, je dessinais des projets où on construisait des structures légères sur les bâtiments haussmanniens. Bon, je pense qu'on n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'était un de mes fantasmes de jeune architecte. Et c'est vrai que la légèreté nous démultiplie nos possibilités. Il y a des projets qui nous permettent de fabriquer des extensions, il y a d'autres projets qui nous permettent d'optimiser la transformation. Une des conclusions de cet ouvrage, c'est de dire que toute construction d'aujourd'hui, quel que soit finalement son mode constructif, devrait potentiellement être un gisement d'avenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans un monde dont on connaît les ressources, enfin la limitation des ressources, il est important que chaque matière qu'on utilise puisse être une ressource à l'avenir. On le fait très bien pour l'or. L'or, c'est notre dieu aujourd'hui. On connaît la quantité finie d'or et tous ses différents états. On peut le faire finalement pour n'importe quel de nos matériaux. Alors, je vais poser la question à Dominique. On n'a pas parlé du temps de la recherche, mais on y reviendra. Comment on peut concilier le temps de cette recherche par des universitaires, des chercheurs, des étudiants, des doctorants, des post-doctorants, avec le temps opérationnel
des personnes que tu formes, Dominique, c'est-à-dire c'est un master exécutif, donc on est dans l'opérationnel là, on est dans un salon aussi de l'opérationnel, c'est une conférence qui est dédiée à l'état de la recherche et au lien avec les applications professionnelles. Comment tu vois ce temps, cette conciliation entre les deux? Alors, il y a deux choses, effectivement, quand on travaille dans une école d'ingénieur ou à l'université, c'est que vous avez la formation initiale. La formation initiale, on va considérer que les ingénieurs seront performants entre 5 et 10 ans. Quand vous êtes en formation, on va dire tout au long de la vie, hein, donc ça veut dire effectivement les gens qui viennent dans les masters spécialisés sont des gens qui sont des professionnels et qui viennent se former ou se réorienter ou encore se spécialiser. Je rappelle simplement, pour la petite histoire, qu'aujourd'hui la RIX considère que nous sommes encore le seul master en Europe complètement dédié au durable. Ça veut dire que le chemin est encore important et qu'il y a vraiment du travail à faire. Mais alors j'en profite pour dire qu'on parlera de cette question de la formation demain sur les écoles, etc. Mais exactement. Alors comment on concilie la recherche en laboratoire avec l'expérimentation dans l'entreprise ou en tout cas sur le terrain? Eh bien, tout simplement parce que quand vous êtes en entreprise, vous avez... Alors d'abord, tout simplement parce qu'aucun master spécialisé, par exemple, ne peut faire autrement que de s'appuyer sur des centres de recherche ou sur des laboratoires. Donc on est systématiquement en relation avec des laboratoires. Nous travaillons effectivement avec les laboratoires de l'École des Ponts, mais aussi avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, très bien placé pour ça. Donc ça veut dire par là qu'elle fait effectivement, on essaie de mettre en œuvre ou en tout cas de rendre pédagogique un petit peu tout ce qui est issu de ces formations, de ces recherches, pour les mettre à la disposition de notre formation. Alors, je dis simplement, juste avant de venir ici, j'avais une soutenance de thèse d'une jeune mastérienne qui travaillait chez Eiffage Immobilier. Et thèse professionnelle. Une thèse professionnelle. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, elle a, on va dire, mis en exergue tous ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, Eiffage étudie toutes les possibilités de rendre performant, je dirais, de faire une équation entre la performance évidemment technique, la performance carbone et la performance économique. Et ces sujets-là, évidemment, sont issus des centres de recherche avec lesquels des gens comme Eiffage fonctionnent, travaillent, et aussi effectivement les intervenants. On a 120 intervenants qui viennent du monde entier, et dans ces 120 intervenants, effectivement, ils mettent à disposition leur recherche. Et ça, c'est là où effectivement, on peut très vite rendre à disposition, mettre à disposition le résultat des recherches. Alors, on est vraiment sur l'acte de construire, donc on est vraiment au niveau de la maîtrise d'œuvre, on va le rappeler, hein, et non pas de la maîtrise d'ouvrage principalement ici. Donc, quand on parle construire décarboné, on parle quels sont les nouveaux matériaux, donc le génie civil dans les départements, dans les écoles d'ingénieurs. On parle aussi des nouvelles façons de construire avec ces matériaux, qui est typiquement enseigné dans les écoles d'architecture, et justement les besoins des entreprises par rapport à ces éléments-là. Concernant les nouveaux matériaux, Hubert, il y a des points importants. On voit un développement récent avec ces sujets aujourd'hui du changement climatique, du besoin de décarboner. C'est quand même plutôt récent en termes de recherche. Est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux sur lesquels, à l'École centrale, par exemple, à Lille, on travaille? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard par rapport à nos pays voisins? Notamment, on peut parler de l'Allemagne ou du Japon, que tu connais bien? Oui, en fait, il y a beaucoup de travaux de recherche un peu partout dans le monde sur les nouveaux matériaux qui sont des matériaux bas carbone. Qu'il s'agisse par exemple de géopolymères que je viens de parler, mais il y a plusieurs autres matériaux, beaucoup de physico-chimie, qui sont vraiment avec des équipes vraiment spécialisées dans la chimie, dans la physique et dans la partie mécanique qui travaillent sur de nouveaux matériaux. Donc il y a des pistes qui sont vraiment nombreuses. Mais il y a aussi quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas parler que technique. Il y a aussi celui qui va habiter dans un bâtiment. Il a la sensibilité de savoir que je suis dans un bâtiment, par exemple, où les matériaux ont été recyclés, ou bien des matériaux ils ont été dépollués, ou bien des matériaux ils étaient inertés. Ces termes-là, ils sont importants. Dépolluer, décontaminer, inerter, stabiliser, ce sont des choses importantes, et que le citoyen qui va habiter dans cette maison-là
Vraiment, il va l'intégrer. Est-ce qu'il est prêt? Il préfère parfois, ah non, non, je préfère un matériau naturel où je suis sûr qu'au niveau inéquité environnementale ou bien au niveau de santé, c'est pas quelque chose de grave pour moi. Donc, les architectes, ils sont en avance sur l'utilisation de ces matériaux-là. La terre crue également, elle est vraiment très utilisée. Donc, il n'y a pas que la partie technique. Ce n'est pas parce qu'on a un nouveau matériau décarboné qui est vraiment très bien au niveau scientifique. L'acceptabilité sociale des clients, elle est fondamentale en fait. Il y a un travail aussi pédagogique assez important. Ça, c'est la première chose. Donc les pistes des matériaux, moi je travaille depuis une vingtaine d'années sur les matériaux. On en a plusieurs types de matériaux qui sont vraiment, qui répondent en fait à des matériaux bas carbone avec une inéquité environnementale. On parle aussi des matériaux qui ne sont pas énergivores. Tous ces éléments-là, ils sont dans le laboratoire, ils sont utilisés également dans des entreprises d'une manière assez importante grâce aussi aux architectes parce que l'architecte, il est un peu en avance quand il demande quelques types de matériaux. Donc ça, c'est la partie technique. Que ce soit en Hollande, que ce soit au Japon, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis également. Là, l'acceptation, elle est importante. En France, on a un lien spécifique avec la pierre. La relation des Français avec le bâti n'est pas la même relation de Hollandais avec le bâti. Ce n'est pas la même relation. Il y a plusieurs maisons en Hollande avec du plastique. Et c'est peut-être choquant en France, mais ce n'est pas choquant du tout en Hollande. Ça, c'est un élément à intégrer. La relation d'un Américain avec sa maison, ce n'est pas la même relation qu'un Français, par exemple, avec de la préfabrication. Au Canada, il y a beaucoup de bois. Aux États-Unis, il y a également beaucoup de bois. On n'est pas encore dans une culture qui est importante. Les cultures sont différentes. Ce que je voulais dire, l'acceptabilité sociale, elle est vraiment très importante et que les pistes techniques, elles sont encore importantes. Donc voilà ce que je voulais dire sur la partie matériaux. Au Japon également, une maison japonaise, ça n'a rien à voir avec une maison française. La partie sismique au Japon, ce n'est pas la partie sismique ici en France. La partie relation humaine n'est pas la même. La relation aux matériaux n'est pas la même du tout. Et les climats n'est pas le même. Alors je vais peut-être, avant de passer la parole à Philippe sur justement ces façons de construire au Japon, et tu reviens justement directement des Pays-Bas. Dominique, ça t'interpelle sur la façon de construire avec la pierre ou tu veux Ouais, j'imagine. Normalement, ça doit m'interpeller, oui. Mais tout simplement parce que bon, je suis compagnon tailleur de pierre et maçon, donc voilà. En plus. Donc effectivement, la pierre m'interpelle, mais j'allais dire qu'effectivement, quand on parle de géopolymère, si je veux démystifier, c'est de la terre. Hein. Voilà, on est d'accord. Donc, on peut parler aussi des circuits courts, tout qu'on fait, parce que voilà. Donc, ce que j'allais simplement dire, c'est que effectivement, il y a les évolutions des matériaux, et je suis pas certain que le plastique ce soit une bonne idée, même si ça plaît aux Hollandais, parce que là, on est effectivement en dehors de toute conception bas carbone de ce salon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est surtout tout le travail que nous faisons actuellement sur le système constructif. C'est-à-dire que le système constructif, par exemple, actuellement, à l'École des Ponts, on a trois laboratoires qui travaillent sur l'impression 3D terre. La construction terre en impression 3D. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc derrière tout ça, vous devez mettre effectivement en action, ou en tout cas mettre au point des terres qui soient acceptées par la machine. Donc effectivement, c'est là où on fait du géopolymère. Et donc ça veut dire qu'effectivement aussi, les systèmes constructifs sont en train d'évoluer pour rendre plus performant le système. Tout à l'heure, quand Zuber parlait du lean, je crois que c'est fondamental. Il a parlé d'ailleurs de 2-3 éléments fondamentaux du durable. C'est pour moi, la première brique, c'est l'intelligence collective, donc travailler collectivement. 2, récupérer au maximum les données de tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous oubliez la maintenance dans votre maquette numérique, vous pouvez vous dire que de toute façon, elle ne sera pas bonne. Ça, c'est une chose. La troisième chose, effectivement, c'est de dire aujourd'hui, on doit faire la chasse au gaspillage avant d'aller plus loin. Donc, il faut faire de la qualité, bien sûr, mais c'est l'anti-gaspi. Donc, l'anti-gaspi, c'est ce qu'on appelle le lean, puisque ça veut dire maigre en anglais. Et donc, on sait qu'en France, allez, grosso modo, c'est 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est le bâtiment, 150 milliards. Enfin, 146, 147, 148. Et on considère que ça va entre 15 et 20%, voire 25% de gaspillage. Ça veut dire quoi, gaspillage? Ça veut dire
des matériaux qu'on gaspille, des matériaux qu'on livre et qui ne sont pas utilisés, des matériaux qui sont, des travaux qui sont cassés, qui sont recommencés. Ce sont des malfaçons qui vont être... On est à 20%. Donc vous vous rendez compte, on n'est pas loin de 30 milliards. Donc ça veut dire que là, dès qu'on gaspille des matériaux, on émet des gaz à effet de serre. Oui. Et c'est là, notre première chasse, elle est là. Donc c'est le système constructif sur lequel il faut travailler. Et c'est ce que vous faites, vous, dans votre chaire. Mais c'est ce uniquement pour rebondir complètement, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et c'est uniquement pour aller sur la partie impression 3D des géopolymères ou bien des matériaux à terre crue. C'est vraiment un élément, mais il y a aussi le fait, par exemple, on dimensionne un pilier. Avec l'impression 3D, le dimensionnement, il tient compte de la topologie. C'est-à-dire, puisque le creux, il n'est pas important, et grâce à une machine intelligente, on peut le faire. Donc, du coup, au niveau scientifique, au niveau dimensionnement, ça tient toujours. C'est cette diminution de la quantité de matériaux nécessaires pour un poteau, pour une dalle, devient vraiment un élément important. Donc, dès le départ, dès la phase conception, on n'utilise pas beaucoup de matériaux. Et c'est en fait de travailler au maximum possible sur la conception. Et pour donner un chiffre sur ce qui a été dit par Dominique, on a mesuré en construction 30% de retravail. 30% de retravail, c'est-à-dire je fais, je ne refais pas, je refais l'opération, je relève le mur, 30%. Le gaspillage, il n'est pas uniquement en matériaux, il est certain. Le gaspillage, il est également dans le temps parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps dans la conception, dans la réflexion dès le départ. Et ça, c'est un élément très important. Et la qualité, comme disait Dominique, en termes de budget, en termes de timing, elle est entre 15 et 20%, ce qui dit quand même beaucoup sur cette notion-là. Philippe, justement, sur ces matériaux, l'usage de ces matériaux, l'art de construire avec ces matériaux et surtout aussi d'utiliser les filières courtes parce que c'est ça aussi décarboner. Si on importe des matériaux qui viennent de très loin, d'ailleurs, si on construit en bois au Canada, c'est bien parce qu'on a du bois à disposition. Si on construit en pierre en Bretagne, c'est parce qu'on a de la pierre, donc voilà, ou de la brique dans les pays du Nord où il y a du sable. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Du point de vue de l'architecte. Du point de vue de l'architecte, moi j'aimerais faire le lien déjà justement entre la recherche et la pratique de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un point critique quand même qui me semble important avant d'aborder aussi une question philosophique qui est peut-être d'ailleurs sous-jacente à cette espèce de changement de paradigme qui me semble fondamental. C'est le premier, c'est les moyens accordés à cette conception. Nous, architectes, nous sommes mandataires d'un groupement de conception, souvent sur des opérations sur lesquelles on prend la responsabilité de tout un tas de collaborateurs, d'ingénieurs, dont on n'a même pas le temps de vérifier globalement avec les moyens qu'on a l'exactitude de leurs prestations. Il faut quand même se rendre compte qu'on passe aussi d'une période où on courait plutôt, on va dire, à l'exploit de consommation de matière. Il n'y a pas si longtemps, les grands groupes de BTP disaient qu'elles avaient coulé tant et tant de mètres cubes de béton, mis tant et tant d'acier. On peut voir le bilan de la Marseillaise de Jean Nouvel, par exemple, qui était un des derniers comme ça qu'on mettait en étendard. Donc on n'était pas tout à fait dans la frugalité en termes de consommation de matière, en particulier dans notre pays. Alors que néanmoins, quand l'architecte est au centre du processus de conception, là je renvoie au magnifique exemple de Jean Prouvé parce que j'ai pu analyser plusieurs de ses travaux sur 30 ans d'expérimentation, la dimension du projet de la maison 8 par 8 de Jean Prouvé, elle est basée sur la taille de son outil, sa plieuse, la plieuse qu'il avait importée des États-Unis et qui était finalement l'optimisation parfaite de la machine par rapport aux matériaux qu'il allait utiliser pour faire son pliage. Et à partir du moment où il y a une corrélation entre les dimensionnements des composants, l'organisation architecturale, puisque la magnifique rencontre entre Prouvé et Jeanneret, c'est l'avènement du plan Lit dans une structure légère et démontable, construite en 4 jours. Aujourd'hui, c'est 55 kg 55 kg équivalent carbone du mètre carré, quand la norme, elle est à 640, une maison de Prouvé. Alors, personne ne voudrait habiter dans une cabane en bois aujourd'hui, mais quand elle est faite, c'est en 44, elle était bien utile pour ceux qui habitaient. Et l'autre point, donc c'est effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Zuber, c'est-à-dire donner les moyens à la conception, c'est fondamental. Et donner des moyens en anticipation, et ensuite que ces concepteurs aussi se donnent les moyens d'interagir le mieux possible. Alors il y a tous ces magnifiques outils qui se développent, le BIM et ainsi de suite, mais quand on va réellement dans l'écosystème, il est très difficile encore de pouvoir travailler de manière performante, c'est que dans des niches un peu particulières. Puis après, il y a quand même un autre chiffre, vous citiez les 150 milliards du bâtiment. Nous, la formation d'architecte, tout compris pour 20 000 étudiants, c'est 50 000 euros. Ça fait moins de 8 000 euros par étudiant, y compris investissement, renouvellement des bâtiments, ainsi de suite. Donc vous pensez qu'une formation qui est à moins 20% en termes de moyenne que la moyenne des formations de l'OCDE, elle peut
se positionner pour prendre cette responsabilité et diminuer la quantité de ressources. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi largement réinvestir à tous les niveaux et en particulier dans ces jeunes générations pour leur donner les moyens de relever ces défis. Oui. Alors, on ne va pas débattre sur les besoins de financer la recherche et comment, mais là, on est plutôt sur l'état de cette recherche. Donc, Zuber, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à l'intelligence collective? Oui, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est quelles sont les pistes pour nous, en fait, pour avancer en fait, sur les aspects recherche. Il y a plusieurs pistes. D'abord, on ne peut plus travailler en silo. Les ingénieurs tout seuls, les architectes tout seuls, les sociologues tout seuls, les businessmen tout seuls. C'est impossible. On est en face des problèmes et des challenges en fait multidimensionnels, multidisciplinaires. Il va falloir se mettre en groupe en fait. Et quand je dis en groupe, je vais aller encore plus loin en équipe de recherche. Et avec toutes les compétences nécessaires. Donc il y a un aspect équipe de recherche multidisciplinaire qui peut aller plus loin en fait pour ces thématiques-là. Et là, il faut faire de la recherche dans le domaine de la construction. En fait, il y a des nouvelles méthodes scientifiques de recherche spécialisées pour la construction. Il va pas falloir aller chercher comment font les physiciens ou bien l'automobile ou bien l'aéronautique parce que chaque fois on se compare par rapport à eux. Il y a de nouvelles méthodes, il y a des chercheurs qui ont travaillé. Quelles sont les méthodes scientifiques qui peuvent être appliquées à l'industrie de la construction? Il y en a plusieurs. Parmi ces méthodes-là, il y a ce qu'on appelle la recherche-action. C'est quoi la recherche-action? C'est vous avez un chercheur qui est dans une équipe de recherche où il y a les clients, où il y a les industriels, où il y a les décideurs, où il y a les architectes, où il y a un esprit collaboratif, où il y a aussi des étapes, où il y a tous les aspects en fait multidisciplinaires. Et la recherche-action, c'est vraiment d'aller du terrain vers la conception, conception-réalisation, conception-réalisation. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est des boucles qui nous permettent en fait d'avancer. Au lieu de perdre 30% dans le retravail, il vaut mieux rajouter au moins 20% dans la conception. Parce que si on réfléchit, si on conçoit et si on capitalise nos connaissances, nos savoirs et nos compétences, on peut aller plus loin. Je vais donner un témoignage d'une grande université qui travaille sur cette thématique-là. C'est l'université de Berkeley qui est vraiment un peu en avance. Nous, on est inspiré en fait de cette université. On sait parce qu'on a une vision internationale, on travaille avec eux depuis des années. Ça marche très, très bien. Ce sont des méthodes pour la construction. C'est pas, je ramène pas quelqu'un qui est spécialisé dans la logistique, qui devient logisticien de la construction. C'est très bien, mais il y a des formations de logisticiens de la construction. Il y a des formations spécialisées dans la construction qui maîtrisent la construction et qui vraiment comprennent comment introduire la digitalisation, comment introduire la robotisation, comment introduire ces notions-là. Ce n'est pas un roboticien qui va faire un robot pour la construction. Ils ont tous essayé, ça ne marche pas parce qu'il y a un langage, il y a une tradition, il y a une culture dans la construction qu'il va falloir la préserver et l'améliorer tout simplement. Et ça ne peut se faire qu'avec toutes les parties prenantes en fait. Et c'est la recherche, elle est comme ça. Une réaction, Dominique? Non, mais je crois que en fait, on a résumé là le sujet. Le sujet, c'est toujours ce travail collaboratif. En fait, effectivement, j'aime dire que de tout temps, on a fait un travail en silo. Puis je pense que le système productiviste et libéral maximal qui a fait que nous sommes aujourd'hui dans une sorte de... je ne fais pas de politique du tout, hein, mais nous sommes arrivés à un point de non-retour, en tout cas dans une impasse, au fond de l'impasse, vient de ce travail, à inspirer ce silotage, ce travail un petit peu égoïste, qui fait qu'arrivé au bout du compte, on ne partage pas. Pourquoi? Parce qu'on est en concurrence. Cependant, si vous ne faites pas du partage, vous gaspillez du temps, vous gaspillez des matériaux, et donc vous émettez des gaz à effet de serre. C'est simple, c'est un peu une sorte d'équation à la Kaya simpliste, mais c'est simplement ça. Et donc aujourd'hui, la problématique, c'est évidemment travailler sur des matériaux, évidemment travailler sur de la technologie, on va dire 3.0 ou 4.0, c'est-à-dire en fait sur de l'intelligence artificielle ou de la blockchain qui va nous apporter une sorte de transparence. Et j'aime aussi ajouter, il y a deux choses que je voudrais ajouter. La première chose, c'est que le principe de toute économie est basé sur la confiance. Or, le bâtiment est basé sur la défiance. Il n'y a pas quelqu'un ici qui travaille dans l'immobilier ou le bâtiment qui ne sait pas que tout le monde se méfie de tout le monde. Et donc, le principe même du silotage inspire cette méfiance, mais je ne connais pas, l'économie ne peut fonctionner que sur la confiance. Et la deuxième chose que nous devons prendre conscience aujourd'hui, parce qu'il y a eu la pandémie
qui continue, parce qu'on a cette guerre incroyable et que derrière tout ça, on a ce problème d'énergie fossile qui va nous poursuivre encore quelques temps, eh bien, on voit une modification des points de vue très rapide, parce que ça fait 30 ans ou 40 ans que je sentais qu'on allait aller au fond d'une impasse. Mais aujourd'hui, ça arrive, et nous sommes arrivés à un point je vais employer un gros mot, mais de mutation anthropologique. Grosso modo, j'aimais bien dire il y a quelques années, c'est comme quand vous aviez d'à côté les Néandertaliens, moi j'habite dans le Périgord, les Néandertaliens d'un côté et les Cro-Magnons de l'autre. Grosso modo, aujourd'hui, vous avez des gens qui s'entrecroisent. Et quand tu m'as interrogé il y a quelque temps en disant, bon, est-ce que tu peux intervenir ? Parce qu'on peut parler effectivement de la formation à l'école. Alors on a vu cet été les diplômés des grandes écoles en train de s'exprimer sur ce sujet-là en disant vous ne répondez pas à notre problématique. Vous ne répondez pas. Et moi j'aime à penser que d'un côté vous avez les responsables de ces écoles qui ont signé par exemple la Convention de Grenoble qui a été évoquée, en tout cas exprimé par un collectif d'étudiants et qui invite toutes les grandes écoles et toutes les universités à changer leur maquette pédagogique, c'est-à-dire à ramener du développement durable à l'intérieur de leur maquette pédagogique. Mais vous avez là des gens qui sont d'un côté, évidemment, amenés à vouloir faire évoluer les choses, qui ont des appétences, des aspirations, des volontés, une volonté de bâtir un avenir différent. Et vous avez aussi le blocage de toute une génération. Alors, je vais vous dire, la génération, ça ne veut rien dire quelque part, parce que vous avez des jeunes qui sont des fois bloqués et des vieux qui sont un petit peu... J'espère que je suis un peu durable, moi. Ouais, encore un peu. Toujours est-il, c'est ça le principe, c'est que nous sommes encore dans des périodes de blocage qu'il faut... En fait, ce sont des blocages, des verrous qu'il faut faire sauter. Et ces verrous qu'il faut faire sauter, on doit les faire sauter, évidemment, à Polytechnique, à AgroParisTech, à Mines, à l'école des ponts, mais pas simplement. Il faut les faire sauter partout. Dans les CFA du bâtiment, dans les lycées professionnels, chez les compagnons du devoir, etc. etc. Alors, on ne va pas déjà déflorer le sujet de la formation, mais oui, je suis tout à fait d'accord. Mais j'y serai pas demain, donc... Ah oui, voilà. Bon, peut-être, il reste peut-être 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on peut prendre quelques questions ou... Oui, c'est la fin de la journée. Non, on a quand même... C'est très clair. Bon, peut-être le mot de la fin par Philippe. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne en silo. Alors moi, je ne vais pas rentrer sur les considérations économiques et financières et sur le rôle des uns et des autres dans ce silotage. Il est clair que peut-être que l'architecte, en tout cas c'est un des sujets qui m'est cher, notamment à l'Observatoire d'économie de l'architecture, l'architecte a peut-être son rôle à reprendre de gérer aussi, d'être en relation avec toutes ces équipes très spécialisées, comme le chef d'orchestre exactement. C'est l'article d'ailleurs que j'ai co-signé avec Christine Lecomte pour le CIPCA. Qu'est-ce qu'il en est justement de l'architecte qui maîtrise toutes ces complexités ? Moi, c'est la position que je défends, alors sans vouloir faire de corporatisme, mais je pense qu'on a quand même une formation de polytechnicien assez polyvalent. On est présent du début à la fin de l'acte de construire, c'est-à-dire qu'on accompagne le client ou même les décideurs, quels qu'ils soient, dans la fabrication du projet, dans sa programmation, jusque dans sa livraison. Aujourd'hui, on va même travailler sur sa transformation, sa maintenance, son amélioration. Donc, on a un vrai rôle à jouer. On est aussi un métier qui est quand même régulé, puisqu'on appartient à un ordre et on a normalement une mission d'intérêt général qu'on signe par une charte. Donc, ça nous donne une position sociale quand même assez importante, comme les médecins, les avocats. Donc, je pense que c'est une position qu'il faut pouvoir revendiquer. Et ensuite, il y a une vraie transformation, c'est-à-dire qu'il y a une appétence. Moi, je vois les étudiants qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais quand j'ai commencé à enseigner ou que j'étais moi-même quand j'étais étudiant. Je pense qu'il y a une vraie ouverture. Après, il y a un changement de paradigme ou de culture, de civilisation, je ne sais pas quel est son nom, qui est lent.
Mais il faut accepter. Puis un jour, mon Mais père qui va m'a dit, peut-être tu verras, le temps s'accélérer. fait bien les choses. Et j'espère qu'il Mhm. il avait raison. En tout cas, vous écoutez, moi je le sens qu'il y a vraiment un besoin de transdisciplinarité, de compréhension, de communication, d'expériences partagées, que ce soit Zuber où tu dis, voilà, nous on travaille avec des architectes, Dominique où tu viens de l'évoquer également, ce sujet-là, d'arrêter ce fonctionnement en silo, et puis le rôle important de l'architecte aussi qui connaît l'art de construire, l'art. On est dans un métier d'art, mais en même temps qui doit connaître sous ces matériaux et parler aux ingénieurs, parce que les matériaux aujourd'hui sont de plus en plus complexes. L'art de construire est de plus en plus complexe. Et on n'a pas parlé des certifications, des labels qui sont de plus en plus complexes également, la réglementation. Voilà. Donc écoutez, messieurs, je vous remercie pour ce moment d'échange. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour parler des formations. Et Dominique, j'espère que tu seras là aussi. Je viendrai, mais un petit mot, c'est grâce à toi et grâce à tout cela, eh bien, on va travailler tous les 4 ensemble. Donc on va désiloter, on va travailler, on va continuer à C'est faire de l'objectif. l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective. Merci beaucoup. Merci Merci encore. à vous. Merci. Merci.